Bonjour. Aujourd'hui, à Portrait de Leader, on reçoit Yann Balthazar, directeur général de Falcon International. Bonjour, Yann. Bonjour Marc. J'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce que c'est Falcon International. Je portais à appeler la compagnie Falcon Freight. Je sais que je ne l'ai pas tout à fait. Qu'est-ce que Falcon International? Falcon, on est un transitaire en transport international, autant domestique qu'à l'international. On a un bureau à Montréal et un bureau à Chicago. Est-ce que vous avez des camions? Est-ce que vous avez des trains? Est-ce que vous avez des avions? Non, c'est purement service. On se considère comme des architectes du transport pour des clients. Donc, on est vraiment dans la conception des routes et des meilleurs moyens de transport selon les besoins des clients. Par exemple, j'ai une pièce quelconque qui pèse 2 tonnes, qui est en Alaska, puis je veux l'emmener en Australie. Oui. Là, je t'appelle, puis tu t'arranges pour que ça se rentre dans les délais. Oui. C'est ça? Et la première question, ça va être quand et où exactement, puis on va s'occuper du reste. Wow. Peu importe le moyen de transport. Oui. OK. Tout est possible. Fascinant. Pas de camion. Sans camion, on Wow. fait affaire avec un réseau de partenaires. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à être DG de Falcon International? Écoute, pour être honnête, j'avais jamais anticipé avoir une position comme celle-là. Je suis de nature un peu introvertie. Moi, je voyais les directeurs d'entreprise, les présidents d'entreprise comme des gens extravertis, un peu comme des groupes de musique, tu sais, comme un leader d'une entreprise, un peu comme le chanteur en avant. Moi, je me vois plus en retrait comme le drummer, plus effacé un peu. Alors, c'était pas dans mes plans, dans mon rêve de devenir un président ou un directeur général d'une entreprise, mais les choses ont fait que je me retrouve dans cette position-là aujourd'hui. J'ai toujours aimé me pencher dans les stratégies et c'est ça aussi, l'idée d'une entreprise. Te considères-tu plus rationnel, analytique, humain? Ou comment tu vois tes forces à ce niveau-là? Rationnel ou humain? Ou les deux? Je suis un peu des deux. Évidemment, je suis rationnel, je suis du type cartésien, comme on peut dire, mais je suis quand même très sensible aux gens. D'ailleurs, tu sais, quand on prend des décisions, la décision la plus difficile pour moi à prendre, ou en fait, celle qui est la plus difficile à assumer, c'est quand ça a un impact sur l'humain. Je te rassure, le leader introverti, c'est ce dont on a besoin le plus aujourd'hui parce qu'il ressent les choses, puis il est généralement empathique. Puis les gens qui travaillent avec des leaders comme ça, ben, ils aiment ça, là. C'est une des raisons pour laquelle moi je compare le leadership masculin d'avant, où le gars il fait OK, c'est là qu'on va, puis il est confiant, il a l'air confiant du moins, versus le leadership féminin où la femme analyse, questionne, regarde, s'assure que tout le monde va être correct, puis finalement on avance encore mieux, quant à moi, ces années-ci, avec ce type de leadership-là. Fait que je te rassure, il y a une belle place pour les leaders introvertis. J'en suis un, fait que ça me fait plaisir de t'annoncer ça en même temps. Parfait, je suis pas tout seul. Donc, dans le passé, tu n'aurais pas pensé devenir DG à cause de l'image du leader plus extraverti. Ouais, c'est plus l'image en général qu'on peut se faire d'un dirigeant d'entreprise. Je ne m'associais pas nécessairement à l'image que j'avais de ce poste-là. Évidemment, avec le temps, ma pensée elle a évolué. On peut voir aussi différents types de leaders. Et puis, l'opportunité s'est présentée. Et pour moi, je n'ai pas hésité quand ça a été offert. Je croyais en mes capacités de pouvoir remplir le mandat, puis j'ai embarqué à plein pied. Parlant d'humain, parle-moi de la culture de Falcon. Bien, la culture chez Falcon, si je peux résumer ça dans un mot, là, c'est une culture d'entreprise, une culture familiale. Puis quand je fais le lien avec la famille, c'est comme dans toute bonne famille, ben c'est un endroit sécuritaire. C'est un endroit où est-ce qu'on peut s'exprimer en toute sécurité, où est-ce qu'on est supporté par la famille. C'est ça qui module un peu qui on est chez Falcon. Quand on a des gens qui sont en difficulté, soit au travail ou soit au niveau personnel, ben l'entreprise est là pour les supporter. Et dit de même, ça peut sembler banal, mais quand on est dedans, quand on a un employé qui sent qu'il y a une organisation qui la supporte, puis que de prendre son temps pour s'en sortir, bien, ça fait toute la différence. Et ça crée un esprit d'entreprise qui est assez particulier. C'est ce que j'ai constaté en personne. Ouais. Vous avez aussi énormément de diversité. Oui. Vous avez combien de cultures différentes, cultures étant des
des origines différentes à l'intérieur de votre compagnie. On a, bon, évidemment, plusieurs communautés culturelles. On parle 18 différentes langues chez Falcon, Wow. ce qui n'est pas mauvais quand on est dans le domaine international. Oui, sûrement. Fait que ça cadre un peu avec ce qu'on fait à tous les jours et ça rend la dynamique d'équipe vraiment intéressante. Comment vous faites? 18 langues, tout le monde parle anglais, je présume? Puis Beaucoup un peu de anglais français. parce que le travail se passe en anglais, même avec des partenaires, quand on transige avec, par exemple, la France, ça se passe en anglais parce qu'il y a toujours des partenaires à quelque part qui sont impliqués et puis il faut communiquer en anglais. Mais ça se passe, c'est ça, pas mal en anglais chez nous. Et comment vous faites avec des communautés culturelles qui ont des valeurs peut-être un peu différentes? Comment vous faites pour réunir ça, pour que ça fonctionne? On a une vision, on a cette culture-là qu'on veut conserver. On embauche des gens qui adoptent cette culture-là. T'sais, on leur explique, on leur vend c'est quoi notre entreprise. Et c'est là que ça peut être difficile des fois de s'assurer de choisir des bonnes personnes qui vont joindre l'entreprise, mais de vendre cette entreprise-là, puis d'aller chercher des gens qui veulent participer puis contribuer, ça rend la chose plus facile par la suite. On accueille des gens qui ont cet esprit-là puis qui veulent participer à cette culture-là qu'on a. As-tu l'impression, quand tu leur vois, que les gens vous croient? Parce qu'il y a des gens qui viennent qui ont eu des expériences pas si le fun que ça. Oui. Est-ce qu'il y en a qui vous croient pas, puis après, ils disent, finalement, c'était vrai, ce truc-là? Je dois dire qu'en entrevue, par la façon qu'on discute avec les gens, souvent on se fait dire que nos entrevues n'ont pas l'air d'une entrevue, ont l'air d'une discussion. Alors déjà, les gens ont un certain confort. Je dois dire, quand on les rencontre, on peut voir aussi l'excitation ou la lumière dans les gens quand on leur parle, quand on leur communique comment on fonctionne chez Falcon. On veut des gens qui collaborent, qui sont transparents, des gens qui sont respectueux, des gens qui ont le désir de réussir, de trouver des solutions, puis des gens qui ont le goût d'avoir du plaisir. À la fin de la journée, on passe beaucoup de temps au travail et c'est important d'avoir du plaisir. Est-ce que ça correspond à tes valeurs personnelles? Quand tu regardes tes propres valeurs, ça serait quoi tes valeurs comparées à ça? Une valeur qui est importante pour moi, c'est la confiance. Donc, la confiance dans les gens, la confiance que les gens peuvent avoir en moi, c'est probablement une de mes plus grandes forces, si je peux dire ainsi. Être capable aussi de reconsidérer des fois les décisions ou ce que je peux penser, de me remettre en question. Est-ce que ça crée la confiance, selon toi? Absolument. D'être capable de se remettre en question ses décisions? Oui, puis de montrer qu'on est vulnérable. On n'a pas toutes on ne sait pas tout. On a besoin des gens alentour de nous également pour nous aider à prendre des décisions. En fait, quand on engage des gens, mais on aime engager des gens qui sont meilleurs que nous. Donc, ils peuvent venir nous contribuer à l'effort qu'on essaie d'atteindre, mais surtout aussi de nous élever en tant qu'entreprise. C'est intéressant parce que tu es venu casser le modèle dont tu me parlais au début. Je n'étais pas sûr que j'allais devenir un leader, que je pensais que je n'allais pas devenir leader parce que l'image que tu te faisais, c'est le gars, l'homme qui ne se trompe jamais, qui est infaillible, etc. Puis là, tu parles de la vulnérabilité, tu arrives à créer la confiance au sein de ton équipe. Quand même un beau retour des choses. Tu en as fait une force pour l'avenir. Comme leader, quelles sont les erreurs qu'on doit éviter, selon toi? Il y a plusieurs pièges qu'il faut faire attention. Mais je dirais la plus grosse erreur, c'est d'échapper son équipe. Échapper, de perdre la confiance que l'équipe peut avoir en soi. Qu'une équipe perd confiance en son leader, ben, ça peut être par manque d'empathie, par manque d'écoute, par toutes sortes d'actions qui font en sorte que l'équipe décroche. C'est la plus grosse erreur qu'on peut faire. On n'est rien sans une équipe et puis il faut préserver ça à tout prix. Est-ce qu'on peut perdre le contact? Moi, ça m'est déjà arrivé. Oui. Tu sais, de dire, je sais pas, on a trop de travail, on n'a pas le temps de s'occuper de ça, puis ça, puis ça, puis finalement, ben, tu sais plus où sont rendus les membres de ton équipe, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils vivent. Ça peut arriver. Puis il faut rester groundé. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? C'est facile, surtout pour un cartésien comme moi qui tombe dans l'analyse puis qui se concentre sur les choses à accomplir. C'est important
de parler aux gens, de comprendre ce qui se passe dans l'équipe, de sentir le pouls. Puis je pense que ça fait référence à ce que tu dis, c'est d'être groundé avec ce qui se passe vraiment sur le terrain. Est-ce qu'il y a un lien avec la rétention? Absolument. Mais la rétention, ça commence par l'embauche des employés. Par exemple, si tu embauches 10 personnes qui veulent tous devenir président de l'entreprise, ça se peut que tu manques d'opportunités pour eux autres. Alors, c'est important quand tu bâtis ton équipe, que tu bâtis des gens qui sont à différents stades dans leur carrière, qui ont différentes ambitions, parce que sinon tu vas créer un roulement de personnel par la force des choses. L'embauche des bonnes personnes, on parlait de culture un peu plus tôt, d'embaucher des gens qui embrassent vraiment ce que tu vas accomplir dans la vie, ça commence là. Alors, si tu as des gens qui sont, comme on dit en anglais, qui embarquent dans l'autobus, en français plutôt, et puis qui sont assis aux bonnes places, ben déjà, tu pars avec une bonne chance de rétention. Et après ça, c'est de donner des opportunités à tout le monde. Puis, il ne faut pas oublier non plus, ça commence avec des outils. J'ai vu dans ma carrière où est-ce que quand un outil ne fonctionne pas, puis que l'employé, bien, la pile de travail s'accumule parce qu'il n'y a pas les bons outils, ça commence là aussi la rétention. Parce que le découragement, la perte de confiance qu'on parlait tantôt envers un employeur de fournir, dans le fond, ce qu'un employé a besoin pour réaliser son travail, ça commence là. Alors, c'est tous des petits objets comme ça, des petites choses comme ça, qui est important de s'assurer. Qui peut être décourageant. Oui. Wow. Ça peut être difficile à détecter. C'est-à-dire que si la personne ne t'en parle pas, si tu le vois pas, tes data sont importants. Bien, ça fait que je reviens sur être groundé, je reviens sur avoir une équipe qui est proche aussi de tout le monde, de se parler. Si tu es dans une culture ou dans un environnement où est-ce que tu ne peux pas exprimer, tu ne peux pas parler, qu'il n'y a pas de place à ça, bien, tu n'auras pas le pouls de ce qui se passe. Alors, c'est ouverture des voies de communication, puis de s'assurer, puis de se dire les vraies choses. Et sans crainte. Alors, tu sais, je parlais au départ de la culture, puis de donner un endroit sécuritaire où est-ce que les gens puissent s'exprimer. Quel leader est-ce que tu admires? J'ai pas vraiment de nom en tête, mais pour moi, un leader qui est réussi, qui a eu beaucoup de succès, mais qui demeure humble, pour moi, ça m'impressionne. C'est ça qui m'inspire. Et puis, un leader qui va mettre de l'avant son équipe, ça me donne des frissons parfois quand j'y pense. Puis c'est peut-être ça la réussite. Tu sais, quand je regarde autour de moi, je pense à des leaders comme tu viens de décrire. Puis je me dis, cette personne-là aurait tout pour se croire quelqu'un, parce que les scores sont là, puis etc. Malgré tout, tu sais, il donne le crédit aux gens autour de lui ou d'elle. Puis je trouve que ça fait monter. C'est peut-être la raison. La conséquence, c'est peut-être la raison aussi du succès en question. Quand tu y penses comme fou. Absolument. C'est quand même le fun de dire c'est grâce à mon équipe-ci, puis il y a un retour. Un leader qui est capable de s'entourer des bonnes personnes, qui n'a pas peur d'aller chercher justement encore une fois des personnes qui sont plus fortes qu'elle. Et puis qu'après ça, ben, tu as l'humilité de dire ben, c'est l'équipe qui fait ça. Ouais. Moi, quand je vois des exemples comme ça, que ce soit au niveau sportif ou au niveau professionnel, ça m'impressionne toujours. Yann, quel est ton processus décisionnel? Un analytique comme toi, introverti, comment on prend des bonnes décisions? On rassemble les faits. Il faut commencer par connaître ce qui se passe, d'avoir les faits, puis d'avoir une vraie photo de la situation. On consulte les gens. On a une équipe, on a des équipes. J'ai mentionné avoir des gens qui sont meilleurs que nous. Alors, il faut consulter puis écouter ce que l'équipe a à dire. Et puis après ça, on rassemble dans le fond une décision commune, puis on va de l'avant avec ça. Quelles sont les décisions les plus difficiles à prendre? C'est toujours les décisions qui ont un impact humain. Donc, sur des gens à l'interne? Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des décisions qui ont des impacts humains sur des gens à l'externe? Ça arrive. Puis dans notre domaine, on a notre équipe, évidemment, à l'interne, mais on fait affaire avec des partenaires. Des partenaires parfois de longue date, alors qui sont pratiquement comme des employés. Alors, n'importe quelle décision qui va avoir un impact avec des gens avec qui on travaille, c'est à considérer. Moi, je le considère sérieusement. C'est quelque chose que je prends un petit peu plus de temps à réfléchir avant de trancher. Pourquoi on n'arrive pas toujours à prendre
des bonnes décisions, malgré l'analyse, malgré la réflexion? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas 10 sur 10 tout le temps dans nos décisions? Prendre des décisions trop hâtives. À l'inverse, on prend des décisions des fois que ça prend trop de temps. Alors, tu sais, il y a une question de rapidité également, tu sais, dans le domaine aujourd'hui. Trop réfléchir à la bonne décision n'est pas nécessairement bien. Puis le manque de données, le manque d'informations. Prendre des décisions quand on n'a pas toutes les informations, ça peut mener à de très mauvaises décisions. C'est difficile à jauger, trop vite, pas assez vite. C'est quand même pas évident. Yann, quand tu regardes les prochains 10 ans, quels sont les principaux enjeux pour toi et pour ton entreprise? Bien, quand on regarde les prochains 10 ans, on a des enjeux, pas des enjeux, mais on a des objectifs quand même assez ambitieux. Chez Falcon, des objectifs de croissance. On veut demeurer l'entreprise qu'on est, et ça va être surtout là les enjeux. De préserver cette culture-là au fur et à mesure qu'on va grandir et qu'on va accueillir davantage de monde. Ça va être le défi des prochaines années. Je rencontre souvent des gens ou des gens qu'on embauche et qui parlent à d'autres personnes et qui nous comparent à des entreprises comme la nôtre, mais dans le passé, qui ont changé avec le temps. Ouais. Donc, des entreprises qui étaient des références, qui ont grossi puis qui se sont dénaturées avec le temps. Et je ne veux pas que ça arrive. Et ça peut être facile à dire comme ça, mais ça va être un enjeu. Encore une fois, s'assurer d'être patient d'embaucher les bonnes personnes pour joindre une entreprise, mais également d'avoir des gens qui vont perpétrer cette culture-là à l'interne, puis s'assurer que c'est transmis de personne en personne. Donc, ne pas diluer la culture actuelle. Vous êtes une des rares entreprises, c'est ni bon ni mauvais, c'est une caractéristique qui est drivée par la culture. On est tous drivés par la culture jusqu'à un certain point, mais il y en a pour qui c'est le canal, puis c'est ce que je retiens de Falcon, puis ça se voit, ça se ressent au premier coup d'œil quand on rentre dans vos bureaux. Il y a quelque chose qui est particulier. Ça fait partie des discussions qu'on a toujours. Quand on établit la mission, la direction où est-ce qu'on s'en allait, on a un mandat qui est clair, de servir des clients pour répondre à leurs besoins. Mais derrière ça, aussi, on pourrait se concentrer strictement juste sur des profits, puis d'atteindre des objectifs de profitabilité, ce qui est important. On a besoin de faire des profits pour redonner à l'équipe et pour augmenter les salaires avec le temps, mais c'est pas juste des profits chez Falcon. Alors on a besoin d'assez d'argent pour aller de l'avant, mais c'est surtout aussi avec les gens. Tu m'as posé une question un peu plus tôt, si on avait des actifs, si on avait des camions. Notre ressource, notre premier client, c'est les gens. Alors, si on a des gens qui sont heureux au travail, il y a des bonnes chances qu'ils prennent soin correctement des clients. Félicitations. Merci Yann.